Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes habitués à voir d'habitude Steven Moreau qui est là et qui présente cette émission. Je m'appelle Clément Gérin, je suis à la fois commentateur et je remplace exceptionnellement Steven Moreau qu'on embrasse car malheureusement Steven est malade. Steven a attrapé le coronavirus, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Exceptionnellement, je vais le remplacer, mais ça ne va pas du tout changer le contenu de l'émission. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on voit directement le sommaire de cette émission avec aujourd'hui un sommaire finalement assez similaire à d'habitude. On va débriefer de la journée qui s'est déroulée ce week-end. On va parler des temps forts du week-end, notamment du joueur du week-end, du top but. On fera une interview avec notre invité qu'on va vous présenter juste là dans quelques instants. Un petit quiz bien évidemment et on parlera de la prochaine journée, à la fois de la D1 et également des matchs internationaux, parce que oui, il y aura des matchs internationaux cette semaine. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre directement notre invité du jour. Il va arriver, il est juste là, c'est Jonathan Chollet. Salut Jonathan, comment ça va ? Salut Clément, super, et toi ? Écoute, moi, ça va bien. On embrasse Steven qui a été très heureux de pouvoir te recevoir. Il m'a un petit peu aidé, bien évidemment, à préparer cette émission. Voilà, moi je suis très heureux de te recevoir. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de débriefer de la journée qui s'est déroulée. Est-ce que c'est bon pour toi ? Avec plaisir. Allez, on y va. Et tout de suite, on va voir donc les résultats de la 11e journée. Ce week-end, il y a eu comme d'habitude 5 matchs. C'était Toulon qui ne jouait pas pour cette 11e journée. Seul club qui avait joué 10 matchs. Laval s'est imposé face à Marcouville. Vous l'avez emporté, Jonathan, face au KB United. C'était un match forcément francilien, un match entre champions de France ou anciens champions de France. On va en parler plus en détail. Kingersheim s'est imposé à domicile dans un match également plein d'émotions. On va en reparler face à Béthune. 4 buts à 0. L'UJS Toulouse a fait un surprenant match nul face à Mouveau-Lille. Très bonne prestation des Toulousains à domicile. Et Nantes s'est imposé face au Paris à Casa. On va tout de suite voir le résumé du match top. C'était votre match, Jonathan, face au KB United. Et on revient juste après pour débriefer de ce match. Départ, c'est assez rare. Ndoukuta. En contre à Ndoukuta, il est passé. Oh attention Eder et l'ouverture du score du Sporting Club de Paris sur ce très bon travail de Steven Ndoukuta. Et Eder a été trouvé sur son pied gauche, le Brésilien. Et ça fait 1-0 pour les Parisiens. Alors on va revoir encore une fois Lyon des Freitas. Regardez, Ndoukuta en 1 contre 1, il passe Gustavo, il temporise et Eder qui arrive lancé. Ce pressing là, cette tenaille, ce premier rideau parisien qui court beaucoup. Ça c'est bien joué, Diboli. Le pointu extérieur en 2 temps. L'égalisation d'Alexandre Pézeron. Superbe en 2 temps sur un arrêt de Lyon des Freitas. Et il était à la réception. Il venait de faire son entrée, Alexandre Pézeron. On va la revoir, le bon travail d'Ediboli sur le côté. Le pointu un petit peu extérieur, Lyon qui n'arrive pas ensuite à la remettre. Suarez vers Tchatchet, attention. Eder ensuite. Oh là il y a un contre à jouer, Boulaïba au 2e poteau, c'est superbe. C'est superbe. Et ça fait 2-1 pour le Sporting. Et Finéo qui vient marquer. Attention, Youba Soumaré, le 3e but. Et il va pas célébrer, par respect pour son ancienne équipe, mais en tout cas celui-là, il est beau et il fait beaucoup de bien. Juste à la reprise de cette mi-temps, regardez, Lyon, Finéo, Soumaré qui fait l'appel. C'est bien joué. Joueur de Nantes. Oh, et Diboli. Et voilà. Et Diboli au meilleur des moments alors qu'il reste 4 minutes 29 à jouer dans cette mi-temps. On l'a vu,
la combinaison là intéressante. Ahmad, passeur décisif. Et Diboli qui est venu fusiller Lyon de Freitas. Attention à Boulaïba. S'il arrive à se retourner, il va décaler Ayoub Sadawi. Et le but d'Ayoub Sadawi, le petit prince du Sporting, qui vient marquer son 6e but de la saison et qui va s'asseoir pour profiter de ce sacre et des 3 points de la victoire. Quel but, quelle frappe du pied gauche. Et Boulaïba, une nouvelle fois, passeur décisif. Quelle action avec Boulaïba et Sadawi intelligemment. Hein. Ouais, superbe ce but. Sous la barre. Tchapchet, est-ce qu'on peut vivre une dernière minute de totale folie? Gustavo Tchapchet qui a été trouvé. Oh! Le but d'Ezdin Aïgoun alors qu'il va rester 1 minute de jeu. Et si les Crémlinois pouvaient nous faire un exploit là en moins d'1 minute. Tchapchet, regardez la passe à Ezdin Aïgoun, superbe hein, le petit but là, le piqué. Aïgoun, c'est maintenant que jamais. Gustavo. Oh là là, il est. Oh là là, quelle victoire sur le buzzer. La victoire des Parisiens. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose, hein, une fois de plus. Franchement, c'est une belle victoire aujourd'hui. On a eu chaud à la fin, comme tu le dis, par rapport au scénario de la semaine dernière contre à Casa où on a manqué d'expérience. Aujourd'hui, on se l'est dit, hein, on se l'est dit à la mi-temps, les gars, on est en train de gagner, c'est pas fini, il faut faire attention à la fin de match et début de deuxième. On fait une bonne début de deuxième où on marque rapidement. Mais bon, on voit que le futsal, c'est ça en fait, c'est jamais fini. On n'est jamais à l'abri d'un but. Donc aujourd'hui, ça va, on n'a pas pris ce but où on peut faire un nul. On a gagné, on récupère les 3 points. On finit dans les 4 premiers là, je crois. Ça dépend des autres résultats, mais c'était l'objectif de la mi-saison et c'est fait. Eh ben, on a vu justement cette interview d'Ayoub Saadawi. On va revenir un peu sur ce match. Jonathan, tu vas nous en parler bien évidemment. Toi qui l'as vécu déjà. Sporting KB, c'est pas une affiche forcément comme les autres. C'est un match particulier. C'est entre deux clubs qui ont été plusieurs fois champions de France. Justement, les Steven disaient sur le match que vous, comme les joueurs du KB, vous aviez justement préparé peut-être encore plus cette rencontre parce que c'est pas une rencontre comme les autres. Raconte-nous un peu comment vous avez abordé ce match. Bah, c'est le classique français, hein. C'est clair. C'est les 2 clubs les plus titrés en France. Voilà, donc en plus de ça, c'est un derby. Donc ça a une saveur particulière et ça, personnellement, ça m'avait manqué. Et ça fait du bien de retrouver des matchs comme ça et le KB en première division parce que c'est un grand club. Ce match, vous le gagnez 4-3. Comment tu l'as perçu? Comment tu as perçu la prestation de l'équipe? On a vu que le KB est revenu quand même en fin de match, mais vous avez réussi à tenir. Comment tu juges un peu la prestation de l'équipe sur ce match? On fait un bon début de match. On ouvre le score assez rapidement. On met une bonne intensité, comme on doit le mettre dans ce genre de match. Après, ils reviennent en égalisant sur un deuxième ballon. Là, j'ai revu l'action. D'habitude, je revois le match. Là, j'ai revu en même temps le résumé. Donc, ils reviennent. Après, juste avant la mi-temps, on prend l'avantage. Et la deuxième mi-temps, avec le 3-1, on pense se mettre à l'abri. Mais à chaque fois, ils recollent un but. Et heureusement qu'il y a cette action de grande classe de Boulaye et de Ayoub. À la fin du match, je crois qu'il reste 4 minutes ou un truc comme ça pour prendre encore 2 buts d'avance. Donc là, il passe en power play qui nous a mis en difficulté. Très clairement, quand on voit que Arthur il vient se mettre entre les lignes ou même en jouant un power play en 2-1-2, ça nous a mis vraiment en difficulté. Et ils ont su revenir. Et heureusement qu'à la fin, on n'a pas refait un peu les mêmes erreurs que la semaine d'avant à Casa. Et on a été plus solide, on était chez nous, on avait le soutien de notre public. Ça nous a sûrement aussi aidé. Et tant mieux pour nous, et ça nous sourit, et tant mieux pour la suite. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où Ezdin Aïgoun marque ce but? On est à 1 minute de la fin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Bah, on s'est dit qu'il faut garder la tête froide et pas repartir dans la précipitation ou essayer de faire des choses individuellement. Quand on défend en power play, c'est avant tout, ça défend avant tout une attitude et surtout une défense collective. Donc il faut bien rester unis et justement pas avoir des actions individuelles où on veut essayer de sauver un peu la patrie tout seul. Donc on a su rester solidaires, ils en ont une à la fin, mais on défend plutôt bien et on arrive à garder ce score et à remporter le match. L'enjeu pour vous, c'était de tout simplement retrouver le top 4. C'est chose faite maintenant. Vous êtes pour l'instant dans les qualifiés pour les playoffs. L'enjeu pour le KB, c'était éventuellement de revenir à votre hauteur. Si le KB gagnait, il revenait à égalité avec vous. Mais vous êtes pour l'instant dans le top 4. J'imagine qu'il y a énormément de satisfaction et que vous êtes un peu plus serein pour les fêtes de fin d'année. Ouais, notre début de championnat, il était clairement pas bon. Quand on prend les premiers matchs et après la Coupe d'Europe, on a su rebondir, on a su se mettre une bonne pression surtout et c'est ce qui nous a permis d'engranger des points et aujourd'hui on intègre le top 3, ce qui nous classe pour l'instant pour les playoffs, mais on n'est qu'à la mi-saison. Donc il va falloir apprendre de nos erreurs de la première partie et rester concentré et continuer à travailler pour garder cette place et aller en play-off, ce qui est l'objectif à la fin de saison. On reparlera justement de tout ça. Tu as évoqué la Ligue des Champions, c'est hyper intéressant. On en parlera dans l'interview juste après. On va passer tout simplement sur les autres matchs qui se sont déroulés, avec notamment le premier match qui était Laval face à Marcouville. Clairement, l'affiche que tout oppose, le leader face à la Lanterne Rouge. Pas vraiment de surprise, Laval s'est largement imposé. Marcouville a joué à l'extérieur, à Laval, dans l'espace Mayenne. C'était compliqué, même s'ils en ont mis deux, les hommes de Smaïn Benkerouf. Laval cette saison et l'équipe pour l'instant qui fait un sans faute. Pas encore de défaite pour les Lavallois. Quelles sont leurs forces pour toi justement à cette équipe qui jusqu'à encore il y a 2 ans était encore en D2 quoi? C'est une équipe qui a fait une très bonne intersaison déjà, qui a très bien recruté, qui a bien travaillé. Et aujourd'hui, leur travail paye tout simplement. Ils ont en plus la chance d'avoir pas de blessés, pas de suspendus réguliers, donc ils enchaînent et tant mieux pour eux, c'est tout à leur honneur et c'est leur classification là à la mi-saison, le titre de champion d'automne est mérité. Vous aviez joué là-bas, vous aviez pour l'instant perdu 4-1 pour le premier match, c'était en 5e journée. Comment tu les as sentis, toi, quand vous les avez joués, justement? C'est une équipe bien rodée, j'imagine. Il y a des joueurs qui se connaissent extrêmement bien parce qu'ils ont joué ensemble pendant longtemps. Il y a des internationaux. Comment tu as senti cette équipe par rapport, justement, peut-être à la saison précédente? C'est une équipe qui progresse constamment. Donc, et puis, nous, on les a joués dans une période où, à l'inverse, nous, on était un peu moins bien. On a eu pas mal de blessures en début d'année, ce qui nous a fait prendre du retard. Et le calendrier a fait qu'on les a joués tôt dans l'année. Et je pense que pour eux, ils nous ont joué au bon moment et nous, pas trop, plus en déplacement à l'extérieur et tout. Donc c'est des petits détails. Après, sur le match, on perd 4-1. On avait un plan de jeu là-bas qui était de beaucoup défendre et de contrer. Et on menait 1-0 à la mi-temps. Après, on a craqué. Sur plusieurs aspects, un peu physique, un petit peu tactique, de retrouver le groupe comme on l'avait l'année dernière. Mais en tout cas, nous, on travaille de notre côté aussi pour combler cet écart qui est présent pour l'instant avec eux et on espère arriver en fin de saison à combler de plus en plus. Victoire 10-2 des Lavallois, triplé d'Abdesamad Mohamed qui fêtait d'ailleurs son anniversaire, qui a été élu homme du match. Match parfait pour l'international français. Doublé de Diego Napoles, doublé de Soufiane El Mesrar, Kaike Ivo, Bilal Bakali et Souel Mouhoudine. Et côté Marcouville, but de Mounir Gagui et de Kevin Kouya. Victoire donc de Laval, 10-2 face à Marcouville. On va voir le deuxième match qui s'était déroulé
après votre rencontre Sporting Kremlin. C'était Kingersheim qui recevait Béthune. Alors Béthune avait pas mal d'absents qui manquaient, Nicolas Menendez, Conrado Sampaio. Et match particulier parce que Zouhir Boumaza jouait son dernier match en professionnel. Zouhir Boumaza qui restera l'un des grands hommes de ce championnat, à la fois de la D1, mais même plus globalement de plus généralement le futsal français, parce que Kingersheim, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont en D1. 4-0, victoire de Béthune, dernier match de Zouhir Boumaza. Pour parler tout d'abord du match, cette équipe de Kingersheim qui joue avec le cœur, c'est une famille. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu le résumé de ce match, où tu découvres les actions là en live? Bah, je découvre un petit peu. Après, ça me touche. Ça me touche parce que Zouhir, c'est un ami. On a été ensemble en sélection et tout. Et c'est une info que je viens d'apprendre là. Donc ça me touche parce que on fait partie maintenant des anciens. Et je pense qu'on a fait pas mal pour cette discipline et tout. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, Kingersheim, c'est un club familial. Il fait partie de ce projet et tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi en cours de saison comme ça il arrête et tout, sûrement qu'il a de bonnes raisons. J'espère en tout cas, et puis voilà, ça me touche quoi. En quoi justement le futsal peut s'inspirer de Zouhir Boumaza? C'est un capitaine, c'est un leader. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce que tu lui trouves d'inspirant justement à ce garçon? Déjà il a des qualités de vitesse exceptionnelles, frappe de balle. Tout au long de sa carrière, il a marqué énormément de buts, contre moi d'ailleurs, souvent. Et voilà, puis un peu comme à l'image de la discipline, on a évolué avec cette discipline, et lui en est la preuve. Quand on a commencé, quand on s'affrontait dans les débuts, et quand on voit aujourd'hui les matchs et la médiatisation, les installations, enfin tout le développement du futsal, et on en fait un peu partie de ce développement, parce qu'on est là depuis un moment. Et donc voilà, c'est ça aujourd'hui que je vois. Là, je revois ces buts là et tout. Voilà, Zouhir Boumaza, il fait partie de l'histoire du développement du futsal français, clairement. Il a mis en plus un très très beau coup franc. Franchement, regarde, on le voit juste Voilà, là. ouais. Il est très très beau, et il a mis aussi. Ah ouais, non, mais clairement, il était magnifique, et il a mis, je crois, 2 passes décisives, si je me trompe pas. Juste là, on revoit, hop. Il a vraiment terminé sur une très très bonne note. On lui souhaite le meilleur à Zouhir Boumaza. Et pour parler plus globalement de cette équipe de Kingersheim, qui, on le rappelle, a quand même des blessés, notamment Moussa Haddad, qui a été l'une des révélations de la saison dernière. On parle un peu de leurs forces à Kingersheim. Quelles sont leurs forces selon toi à cette équipe? Bah, on le voit là, à domicile déjà, c'est une équipe qui lâche rien. Et ils jouent avec leur qualité. Ils sont très bons en transition. Ils savent défendre bloc bas, médian. Je vois encore des belles actions, même en attaque placée et tout. Donc c'est une équipe qui, quand elle est au complet, et avec Inza Koné aussi qui marque beaucoup de buts. Ouais. Voilà, quand ils sont au complet à domicile, c'est une équipe qui est très très dure à jouer. Ouais, c'est un peu le problème de Kingersheim cette saison, de ne pas avoir toujours un effectif complet. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, quand ils sont au complet, ou qu'ils ont en tout cas toutes les armes avec eux, bah, ils peuvent être terriblement efficaces. 4-0, ils se sont imposés. Des buts de Jonathan Henrique, de Zouhir Boumaza, de Henrique Dacosta et de Inza Koné, le pivot de cette équipe. Victoire 4-0 de Kingersheim à domicile. On va passer au prochain match, c'est l'avant-dernier. L'UJS Toulouse face à Mouveau. Et alors là, très bon match franchement pour les Toulousains. 3 buts partout face à Mouveau, qui est l'une des équipes favorites de ce championnat. Des buts de Willy Oliveira, un but de Willy Oliveira, un doublé de Younes Hassen. De l'autre côté Mouvalois, Ronny Zakei a inscrit un but et Jérôme Pasquier a inscrit un doublé. Cette équipe de Toulouse qui parfois peut être un peu irrégulière, mais qui peut faire des matchs nuls contre des équipes favorites sur ces belles actions collectives qu'on observe justement là face à Mouveau en fait. Qu'est-ce que tu en retiens toi de ce nul en fait de l'UJS Toulouse face à Mouveau? Bah, clairement, c'est un peu une surprise, hein. C'est un peu une surprise. Et puis je me suis mis la fin du match, parce que c'était après notre match quand je suis arrivé à la maison.
Et j'ai vu cette fin de match, ça m'a fait penser un petit peu à notre fin de match, je me mets à la place de Mouveau au Paris à Casa. Donc après, ils avaient le match en main, mais voilà, tous les matchs sont difficiles cette année. Les équipes, quand on a des descentes et des playoffs, tout le monde veut gagner des points, soit pour atteindre le top 4, soit pour s'y raccrocher, soit pour jouer le maintien. Donc il n'y a pas de match facile et il n'y a aucune équipe qui lâche. Et cette année, c'est vraiment la particularité. On voit que tous les matchs, c'est accroché, quoi. C'est vraiment le niveau s'élève. Et là, dans ce match-là, Toulouse a su être patient en power play. Voilà, ils reviennent à quelques secondes de la fin, hein. Ouais, bravo aux Toulousains qui décrochent un nul contre Mouveau pour justement ce dernier match avant la trêve. On va voir le dernier match. C'était l'une des grosses affiches clairement de cette journée. Nantes Métropole Futsal qui recevait le Paris à Casa. Le deuxième face au troisième. Victoire des Nantais 6-3. Ils ont clairement assuré ce match. Ils ont été bons, les Nantais. C'était compliqué pour Paris à Casa. Un triplé quand même de Mamadou Touré qui est sans doute l'une des révélations de ce début de saison. Triplé pour le Parisien. Des buts de Francis Lococa, de Mohamed Lagja, d'Alejandro Barcelona. Un doublé de Steve Bendali et un but de Renatinho. Les Nantais qui disaient qu'ils n'avaient pas forcément fait une bonne préparation, mais ça fonctionne plutôt bien également pour eux. Je t'avoue que moi j'aurais pensé que ce serait peut-être un score un peu plus serré, mais finalement Nantes s'est imposé à domicile un petit peu en patron. Ouais, je suis pas trop d'accord, hein. Ok, c'est intéressant. Moi ça m'intéresse justement d'avoir ce débat. Non, j'ai revu le match, j'ai vu l'entame et tout, et à 3-1 à la mi-temps, je me suis dit un petit peu comme toi, mais le début C'est vrai de deuxième mi-temps, j'ai vu Casa revenir avec de vrais arguments, et ils ont bien mis en place avec le triplé de Amadou qui fait un début de saison phénoménal, hein. Franchement, je tire mon chapeau, hein. J'ai l'impression, parce que j'ai eu la chance moi de jouer avec Marcelo, et j'ai l'impression de le voir en fait. Donc D'accord. c'est son coach et tout, mais en même temps, même sur ses déplacements, sur sa façon de tout ce qu'il apporte à une équipe, franchement, félicitations à lui. Et sur la fin de match, c'est vrai que Nantes a su bien contrer. Il y a le but de Bendali qui leur permet de prendre l'avantage. Et après, dans le power play, ils ont été un peu moins efficaces Paris à Casa. Mais je trouvais que c'était un match disputé. Et bon, Nantes l'emporte largement, mais le score, je trouve, est un peu sévère pour Paris à Casa. Ok, c'est intéressant justement d'avoir ce ressenti. C'est vrai que pour le coup, en début de deuxième période, Paris à Casa est bien revenu. J'ai le sentiment peut-être que c'est peut-être ça qui me fait dire que Nantes s'est imposé un peu en patron, même si l'expression n'est pas forcément bien choisie, mais qu'il y a quand même un but de Steve Bendali qui peut-être a fait un peu un coup au moral. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as le droit bien sûr de ne pas être d'accord et c'est intéressant d'en débattre. Ouais, c'est clairement ce qui s'est passé. Mais juste avant justement ce but, je trouvais que les Nantais avaient après l'égalisation, il y a eu un petit moment de flottement, je dirais pas de doute, et que ce but justement leur fait énormément de bien. Et je pense que si Paris à Casa n'encaisse pas assez rapidement après le 3-3 ce but, on peut avoir une fin de match plus disputée. Bon, tous les matchs, on le voit clairement, finissent en power play. Mais ça aurait pu, je pense, sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, tourner d'un côté comme de l'autre. Mais après, c'est vrai que Nantes a bien défendu, a bien géré, avait peut-être aussi un peu plus de rotation, était à la maison, on voit devant leur public. Ça aide et c'est sûrement ce qui a fait la différence, hein. Et pour parler de Mamadou Touré, là, tu l'as dit, il fait un début de saison de fou. Même si à Casa perd, il marque encore beaucoup de buts. Il a marqué un triplé. Qu'est-ce qui peut expliquer, toi qui justement commence à être un joueur d'expérience, qu'est-ce qui peut expliquer un tel basculement entre une année et une autre où on est dans une année, voilà, l'année dernière où il est bon bien évidemment, mais c'est pas forcément, il n'est pas dans le classement des buteurs si je ne m'abuse, et là cette année c'est pour l'instant la révélation. Qu'est-ce qui peut faire qu'un joueur peut parfois prendre autant de confiance et vraiment exploser d'une saison à l'autre comme ça, toi qui justement commences à avoir pas mal d'expérience?
Bah, ça doit être un garçon qui travaille énormément, qui joue pour l'équipe. Parce que quand on joue pour l'équipe, automatiquement, et qu'on respecte le jeu, on est toujours récompensé. Et je pense que c'est un petit peu sa philosophie. Il se pose pas de questions avant le match en disant combien je vais mettre de buts aujourd'hui. Il joue pour l'équipe et le fait de bien s'entraîner, de continuer d'enchaîner les matchs, de progresser, et puis la confiance, et puis un petit peu peut-être de réussite et tout, mais ça vient avec. Le sport de haut niveau, c'est comme ça. L'état de grâce, il vient avec le travail, il vient pas juste en s'entraînant un petit peu et en trichant. Je pense que c'est un garçon qui doit bien travailler, il est récompensé de ses efforts et aujourd'hui, voilà, c'est les résultats qui payent. Victoire des Nantais, 6-3. C'était le dernier match. On a beaucoup débriefé. C'était hyper intéressant de parler justement de ces matchs-là. Écoute, ce que je te propose, Jonathan, c'est de voir le classement désormais de cette D1 de futsal. Après cette 11e journée, Laval était sûr d'être champion d'automne, donc ils sont leaders, il n'y a pas de problème. Nantes est juste devant vous. Vous êtes en 3e position, le Sporting Paris. Et Paris Akaza est pour l'instant 4e, à égalité avec Mouveau. Mais pour l'instant, Akaza est devant. Marcouville est pour l'instant toujours dernier, mais c'est l'UJS Toulouse qui est repassé 10e. Kingersheim est maintenant 9e. Il va y avoir beaucoup de batailles forcément et beaucoup d'intensité dans cette deuxième partie de saison. C'était intéressant car il me semble que c'est Ayoub qui disait ça en interview, que la seconde partie de saison va être tout aussi importante, voire même peut-être un peu plus, parce que c'est vraiment, ça peut être là que tout se joue en fait. Ah oui, c'est la course finale. Là, il faut très clairement se placer pour les playoffs, pour nous, pour notre club, nos objectifs, tout l'investissement qu'on a au quotidien. On se doit de faire partie des playoffs. Après, Laval a pris pas mal d'avance. Et nous, on se positionne en 3e position. Voilà, 2e, 3e, 4e. Après, quand les playoffs arrivent, c'est une autre formule. Et l'important, c'est d'y être. Et après, on verra en fonction de nos résultats. Mais c'est vrai que ça va être la course finale. Et chaque match, ça va être. Faudra le prendre comme une finale, justement. Et pour engranger le maximum de points. Et puis, on verra bien au fur et à mesure des matchs ce qui se passe. Ça nous promet une deuxième partie de saison hyper intéressante. On va tout de suite switcher sur un autre classement, c'est le classement des buteurs. Abdesamad Mohamed a inscrit un triplé. Il devance Mamadou Touré d'un petit but, qui lui-même a également inscrit un triplé. Renatinho a marqué un but, mais ça suffit pour lui pour être sur le podium des classements des buteurs. Vous le voyez, Inza Koné pour l'instant 4e. Il y a Conrado Sampaio qui n'a pas joué, mais qui est tout de même dans ce classement. Willy Oliveira, Bilal Bakali, Soufiane El Mesrar, Mounir Gagui et Younes Hassen. Pas de garçon du Sporting, je me fais la réflexion en voyant ça, même si on sait que vous avez énormément de buteurs qui ont énormément de qualité, qui doivent ne pas être très très loin, comme notamment Finéo qui est très efficace. Ce classement, voilà, qu'est-ce qui t'inspire ce classement un peu, Jonathan ? Pour défendre un peu ma paroisse, c'est les joueurs. Bien sûr. Bien sûr. On n'apparaît pas, mais que justement dans notre équipe, c'est un peu notre force, c'est que tout le monde peut marquer. Et du coup, on n'a pas un buteur qui sort du lot, mais on joue pour l'équipe et du coup, on a plusieurs buteurs. Après, Abdesamad, très clairement, à Laval, il marque presque à tous les matchs, comme Mamadou, donc c'est normal qu'il soit en tête du classement. Et puis voilà, après Renatinho aussi, c'est un joueur qui joue beaucoup à Nantes et par rapport à leur classement, c'est normal. La petite surprise, je trouve que c'est Inza. Inza qui est dans ce top 4 et félicitations à lui parce qu'il est passé par le Sporting chez nous. C'était pas toujours facile pour lui et là, le fait qu'il joue, il enchaîne les matchs, il marque, je suis content pour sa progression et tout. C'est bien pour lui. C'est un bon jeune et il faut qu'il continue à progresser. Ouais, c'est aussi une des révélations un peu de cette saison, Inza Koné qui fait un bon début de saison. Et c'est vrai que tu
t'as très raison de le souligner. Alors, il me semble qu'il y a des joueurs du Sporting qui sont pas loin de ce classement, mais c'est vrai que oui, vous avez cette particularité de ne pas avoir... c'est vrai que quand on voit le Sporting, on n'identifie pas clairement « Ah, ok, lui, c'est le buteur du Sporting ». Vous en avez plusieurs et tu as totalement raison de souligner ça, c'est important. 3 Lavallois, un Parisien, un Nantais, un garçon de Kingersheim, un garçon de Béthune, un garçon de Marcouville et un garçon de l'UJS Toulouse. On va tout de suite voir un autre classement qu'on a instauré cette année, c'est le classement des passeurs, où là, cette fois, il y a des joueurs du Sporting, il y a Boulaïba et il y a Sid Belhaj qui sont en 4e et 6e place, et Souel Mouhoudine qui est pour l'instant le meilleur passeur du championnat, 15 passes, il en a encore fait une ce week-end, Souel Mouhoudine. Parle-moi un peu de ces deux garçons, Boulaïba et Sid Belhaj, qui directement, s'ils sont dans ce classement des passeurs, ça prouve toute leur efficacité. Aujourd'hui, très clairement, c'est des joueurs très importants de notre effectif. Et ils jouent beaucoup. C'est des joueurs d'équipe qui travaillent pour l'équipe. C'est de très bons garçons qui sont tout le temps impliqués à l'entraînement, qui tirent toujours le groupe vers le haut. C'est des leaders en fait de terrain. C'est pas des garçons qui parlent beaucoup, mais parce qu'ils démontrent sur le terrain, ça entraîne les autres en fait. Et en fait, c'est des joueurs altruistes, hein, on le voit. C'est des joueurs qui respectent le jeu, quand il faut faire la passe, font la passe. Donc c'est des très bons coéquipiers. Deux garçons du Sporting, un garçon de Paris Akasa, Alex Magno, qui est arrivé cet été, qui lui aussi a fait beaucoup de bien au Paris Akasa. Il est dans ce classement des meilleurs passeurs. 3 joueurs d'Hérouville, 2 joueurs de Toulon, un Mouvallois et un garçon de Kingersheim, donc Zouir Boumaza également, qui est dans ce classement des passeurs avec 6 passes décisives. On va voir le classement de la D2, car ils n'ont pas joué les équipes de la deuxième division, mais par contre... On voulait vous remémorer ce classement, voilà, avant de partir bien évidemment en vacances. Hérouville pour l'instant qui, on le rappelle, est redescendu, qui est pour l'instant premier de son groupe, du groupe A. Lille Métropole est 2e, Nantes Doublon pour l'instant dernier, d'un petit point juste derrière le Pessac FC. Voilà, on va tout de suite voir le classement du groupe B de cette D2 de futsal, avec Ajaccio qui pour l'instant est en tête, juste devant le Gol Futsal Club, et c'est Montpellier qui pour l'instant est dernier. Voilà pour ce classement de cette deuxième division. Voilà, quelque chose à ajouter, Jonathan, sur ce classement? Ouais, ça me fait plaisir de voir Torcy dans le groupe A, où bon, clairement Hérouville, c'est beaucoup moins serré dans le groupe A que dans le groupe B. Le groupe B est serré aussi. Je vois Sangol qui se place là, un club d'Île-de-France, et qui est coaché par Michael Martins, qui a été mon coach à Torcy, et donc il continue de bien travailler, qui continue de développer et de bien travailler avec les équipes partout où il passe. Voilà pour ce classement de la deuxième division. On va tout de suite voir les top actions de ce week-end, notamment le top 3 des buts, et on revient juste après. Il y a une occasion pourquoi pas intéressante, et la très 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 bonne défense des Parisiens qui vont désormais aller loin devant, en l'occurrence Soumaïla Soumaré, alors que Francis Lococa a récupéré le ballon. Il va pourquoi pas y aller seul, le gardien nantais. Oh, Francis Lococa. Oh là là, il vient de nous faire une action exceptionnelle. Il est allé la chercher tout seul, Francis Lococa, du bout du pied, qui vient égaliser. Oh, pour Nantes, incroyable action, incroyable but de Francis Lococa. Attention à Boulaïba, s'il arrive à se retourner, il va décaler Ayoub Sadawi. Et le but d'Ayoub Sadawi. Et Fernandito qui avait dû donc prendre le relais, et qui bien depuis cette saison joue un petit peu plus par rapport à par rapport à l'année dernière, même si Francis Lococa est aujourd'hui celui qui est dans les cages. Steve Bendali va essayer de frapper. Steve Bendali. Oh, le capitaine nantais. Oh, quelle vitesse, quelle qualité de Steve Bendali, qui permet à Nantes de reprendre l'avantage sur cette action. Regardez, il a récupéré le ballon tout seul, Steve Bendali, et regardez ce très beau geste technique pour éliminer Mohamed Bendifala, le capitaine du Paris Akasa. Et ensuite la frappe du pied droit pour Steve Bendali. Ça fait 4-3 pour Nantes.
Et voilà les 3 buts, top 3 des buts du week-end. Et on va tout de suite découvrir le joueur du week-end qui n'est d'autre que Soufiane El Mesrar, qui a notamment inscrit, le temps que je retrouve ça, un doublé. C'est ça, il a inscrit un doublé, Soufiane El Mesrar, l'international marocain qui est élu joueur du week-end. Un joueur d'expérience aussi, un joueur qui a connu la Coupe du Monde, qui a connu la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi justement, qui l'a affronté sur Soufiane El Mesrar? Bah, c'est un joueur complet. C'est un joueur qui sait tout faire. On voit là, reprise du gauche, il sait défendre, bonne attitude. C'est un joueur qui a un coffre énorme. Il est tout le temps en train de courir. Avec mes années, là, j'ai du mal maintenant à suivre. Mais ouais, non, c'est un très bon joueur. Comme je dis, il est complet. Voilà, en plus, il a la particularité d'être gaucher, qui n'est pas rien. C'est une qualité importante au futsal sur les phases arrêtées. Il frappe bien. Voilà. Très bon joueur dans le dernier mètre sur la pression. Donc, défensivement et offensivement, voilà, de grosses qualités. C'est lui qui a été élu joueur du week-end, Soufiane El Mesrar. Voilà un peu pour le débrief de la D1. Écoute Jonathan, on va passer à ton interview, si ça te va, bien évidemment. On va parler de tout ça. Alors, on va reparler un peu. On va parler de plusieurs choses. On va parler bien évidemment du Sporting, on va parler de l'équipe de France, on va parler de la Ligue des Champions et on va parler de ton futur, notamment des diplômes que tu es en train de passer. Je vois justement dans le chat qu'il y a des questions pour toi. D'abord, la première question. Toi, tu as connu le futsal, tu l'as dit tout à l'heure, au tout début, il n'y avait pas encore toutes ces infrastructures. Comment tu as commencé le futsal? C'est une question que Steven pose tout le temps, mais c'est toujours hyper intéressant. Et dans ton cas, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu as découvert le futsal au moment où c'était pas forcément médiatisé, où il n'y avait rien. Comment tu as commencé le futsal? J'ai commencé avec une bande de potes. Je suis issu du football. Je jouais à Créteil en réserve professionnelle en CFA2 à l'époque, qui est maintenant la Nationale 3, quelque chose comme ça. Et des copains qui étaient dans cette équipe ont créé un club de futsal la première année. Et à cette époque-là, il y avait la Coupe nationale et c'était un petit peu la compétition phare. Et on a passé les tours au fur et à mesure jusqu'à aller en finale de cette Coupe nationale. Et l'équipe de France s'était déjà créée. Et à l'époque, le sélectionneur, c'était pas encore Pierre Jacqui, mais c'était James Doyan. Et il était présent lors de ce plateau final, parce que c'était sous forme de plateau. Et là, à ce moment-là, il m'a recruté. Et dès la première année, pour moi, le futsal, ça a été un vrai coup de cœur. Déjà parce que toutes les contraintes qu'on avait au football, le froid, pas toucher le ballon souvent, et ben, tout ça, c'était effacé dans la discipline du futsal. Et je me suis vraiment épanoui et j'ai trouvé énormément de plaisir à pratiquer cette discipline. Et ça remonte à quelques années maintenant, presque 20 ans, je crois. Presque 20 ans et donc 13 ans au Sporting Paris. T'as fait quasiment toute ta carrière au Sporting Paris. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, le Sporting Paris? Bah, ça représente un tiers de ma vie. Donc, c'est pas rien. Et ça a commencé, c'est avant tout une rencontre humaine avec José Lopez, président du Sporting, et Rodolphe, et Alexandre Texera. C'est vraiment les trois personnes qui aujourd'hui, on peut se considérer comme une famille. Et dès le début, parce qu'il faut savoir que j'ai signé dans ce club blessé. Donc c'est une histoire particulière parce que en plus, c'est pas une petite blessure, j'avais les ligaments croisés. Ah oui. Et le président, lui, avait vu mes prestations avant, me suivait un petit peu. Et donc, il m'a quand même fait signer blessé. Et puis, je me suis fait opérer. Et puis il a eu confiance en moi. Et cette confiance, après, je l'ai rendue au club. Et voilà, après, 13 ans après, il y a eu tout ce qui s'est passé, quoi. Beaucoup de chemin parcouru. Tu parlais justement du coach. Quelle est un peu la relation que tu as avec lui? Parce que tu l'as dit, c'est une famille. Tu as vu l'évolution. Quelle
Qu'est-ce qu'il représente pour toi justement Rodolphe Lopez et qu'est-ce que tu penses que toi tu peux représenter pour lui? Parce que j'imagine que c'est bien plus qu'une relation de entraîneur-joueur. Ouais, c'est une relation très fusionnelle et aussi très honnête et très franche. Parce que justement, c'est ce qui fait la force de notre relation, je pense. C'est énormément de respect et énormément de... Voilà, on a nos qualités et on sait les additionner en fait. Et du coup, ça n'a pas été toujours une histoire toute rose, mais justement, c'est comme je l'ai dit, c'est ce qui fait notre force. Ça fait des années maintenant qu'il nous coach et comme manager et comme personne au niveau humain, pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux quand on gagne autant de titres et qu'on tient une équipe et un club au haut niveau et quotidiennement, c'est que il faut respecter ça. Et aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'ils m'ont fait confiance. Et c'est une très bonne, c'est une très très bonne relation. On est plus que coach et joueur. Et puis même la relation qu'on a aujourd'hui, je joue un petit peu moins. Je suis un petit peu le relais entre lui, les joueurs, et c'est important pour le groupe. Tout à l'heure, je parlais de leader sur le terrain. Moi, aujourd'hui, je suis plus un leader de vestiaire, de groupe, et voilà. Tu as très bien anticipé ma prochaine question. J'allais te dire quel est ton rôle au sein de l'équipe. Tu viens de dire que tu étais un leader dans le vestiaire. Comment tu vois ton rôle et si tu peux un peu développer sur ça? Ouais, la saison dernière, en fait, je me sentais très bien. Et j'ai fait énormément de sacrifices. Et au niveau, uniquement sur le plan sportif, j'étais vraiment bien. Cette année, j'ai un peu plus de pépins physiques. Donc, j'accompagne le coach, j'accompagne les joueurs, je suis beaucoup dans les conseils, je suis beaucoup voilà, dans l'anticipation. On fait beaucoup de travail aujourd'hui de prévention, notamment au niveau des blessures, on s'entraîne quotidiennement. Ça demande de grosses exigences. Je suis un petit peu, on va dire, comme le grand frère, on va dire, dans le vestiaire aujourd'hui. Et voilà, et ce relais justement entre le staff et les joueurs, avec bien sûr Alexandre Texera, on fait partie des anciens et on se doit d'avoir ce rôle-là en fait. Ouais, tu parles de cette évolution, de ce rôle que vous avez. On va parler bien sûr un peu plus maintenant de l'actualité pour rester dans la partie sur le Sporting. Tu l'as dit tout à l'heure, vous avez fait un début de saison compliqué. On en parlait un petit peu avant l'émission. Sur les 5 premiers matchs, il y a 3 défaites, 2 victoires. Comment toi, t'expliques justement ce début de saison qui a été compliqué, même si c'est important de rappeler que depuis la 7e journée, vous enchaînez les bonnes prestations et vous n'avez fait qu'un nul face au Paris Akasa et vous avez gagné tous vos matchs. Mais jusqu'à la 5e journée, ça a été compliqué. Pourquoi justement ce début de saison a été un peu délicat pour le Sporting Paris? On a eu une intersaison compliquée, c'est-à-dire qu'on a eu des joueurs qui se sont blessés et pas un petit peu, c'était plutôt grave, notamment la blessure de Samba qui, dès le premier match de championnat, s'est fait le tendon d'Achille. Donc ça a été déjà un coup dur pour le groupe. Et puis il y a eu Eder qui a eu un souci au bras. On a vu qu'il a commencé les premiers matchs avec une protection. Et Fineo aussi qui a eu des pépins physiques depuis la saison dernière. Et je cherche pas d'excuses, mais ça a fait des petits éléments qui ont fait qu'on s'est fait surprendre, notamment la première journée à Béthune, où c'est un match qu'on a en main. Et malgré tout ce que je viens d'énoncer avant, on se doit de faire un autre résultat. Et on a peut-être aussi, suite à la fin de saison dernière, un peu longuement profité de ce titre tant attendu, et du coup de se remettre au boulot et de ressortir les chaussures de futsal pour s'entraîner à fond. On a eu besoin peut-être de ces claques, hein. Ça nous a aussi ça nous a vexé, hein. Et on avait peut-être besoin de ça. Et donc on s'est remis au boulot. Et la Coupe d'Europe, pareil, on est arrivé moins près contre des équipes de très haut niveau. On le voit, hein. On le voit aujourd'hui, la suite des parcours de Palma et de Anderlecht qui vont jouer le Final Four, c'est que voilà, c'est pas rien.
de jouer un Final Four, c'est que on a affronté des équipes de très haut standing. Et nous, on a continué d'apprendre et en plus le Kairat aussi, qui fait partie des top 10 Bien sûr. européens. Donc, voilà, donc et pareil, on s'est un petit peu aussi servi de cette Coupe d'Europe pour reformer le groupe. Ça nous a permis de nous retrouver aussi, de passer une semaine 24 sur 24 ensemble. Ça nous a permis de se retrouver et de repartir de bon pied. Et ça, dans la défaite, on apprend et ça nous a fait nous retrouver. Et voilà, les résultats maintenant, aujourd'hui, ils sont mieux. Il faut qu'on continue. J'allais te parler de la Ligue des Champions. Tu as très bien anticipé. Tu as parlé justement de ces défaites. Toi, tu l'as joué 5 fois, la Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce que ça fait de jouer 5 Ligues des Champions dans sa carrière? Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté. C'est- les premières années, les 4 premières fois, c'était au début des années 2010. Et mine de rien, ça prouve un peu la continuité du travail et le sacrifice de toutes ces années, de la rejouer ben, 10 ans après la première que j'ai jouée. Donc ouais, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et voilà de retrouver le titre de champion et de reparticiper à une Coupe d'Europe, c'est des moments ouais, que j'oublierai jamais. La dernière fois, je discutais avec un sportif qui me disait qu'il y avait plusieurs étapes dans une carrière de sportif et qui me disait que d'être champion de France, c'était quelque chose, mais que tout de suite, quand on jouait la Coupe d'Europe, c'était différent. Toi, comment tu l'as vécu? T'en as joué 5, donc c'est quoi les différences, bien au-delà, bien sûr, de l'intensité du jeu, etc., que tu notes vraiment et auxquelles les joueurs doivent se préparer entre l'AD1 et la Ligue des Champions? Ben déjà, on affronte des joueurs qui sont tous professionnels. C'est-à-dire, quand je dis professionnels, nous aussi, on a des joueurs, c'est leur métier aujourd'hui, mais pas tous dans notre championnat. Et aujourd'hui, le futsal en France se développe, et si on n'a que des joueurs professionnels qui en font leur métier, avec des clubs structurés qui ont les moyens de faire s'entraîner des joueurs quotidiennement, parce qu'il y a une vraie évolution et il y a une vraie volonté au niveau des clubs, au niveau de la fédération, de développer, mais il faut que s'accrocher à ces équipes-là, il faut vraiment un championnat 100% professionnel avec des joueurs qui soient tous à temps plein dans les clubs. Le suivi médical, euh, tout ce qui est prophylaxie, donc c'est les soins et tout ça. Après, il y a des clubs qu'on en a affronté, il y a des diététiciens, il y a vraiment il y a un suivi de sportifs de très haut niveau. Et c'est ce qui, je pense, aujourd'hui fait encore la différence avec le championnat et le champion de France. Mais on est en train de combler au fur et à mesure des années et on va y arriver. C'est la Coupe d'Europe, c'est un stade dans une carrière. Il y a un autre stade qui est sans doute celui que tous les joueurs rêvent d'avoir, que tu as connu, c'est jouer en équipe de France. Tu as joué 60 sélections, un peu plus, de 2007 à 2015. Tu as connu l'équipe de France à sa création, justement. Raconte-moi un peu ce que ça. J'imagine que ça a dû être incroyable, mais quand tu portes ce maillot, qu'est-ce que ça représente de porter ce maillot et ce blason de l'équipe de France quand on joue? Ben, pareil, c'est une très grande fierté, surtout les premières sélections. Quand on voit son nom affiché la première fois, celui qui me dit que son cœur ne s'emballe pas, j'y crois pas, moi. Ça fait toujours, euh, ça fait toujours quelque chose. Et après d'enfiler la tenue, de représenter la France, surtout à l'étranger, on sent, voilà, on se sent, on est ambassadeur en fait de la France et de cette discipline. Donc on a envie d'avoir le soutien de tous les Français et de bien les représenter. Et voilà, c'est ce que moi j'essayais de faire quand j'étais international. Et puis d'entendre la Marseillaise avant les matchs et tout. Donc c'est un truc particulier. C'est vrai que
c'est difficile de trouver au-dessus comme émotion. Et après, j'ai pas eu la chance de connaître une grande compétition, seulement des qualifications. Et quand je vois qu'aujourd'hui, les générations juste en dessous qui poussent et qui apportent et qui arrivent à aujourd'hui faire des compétitions internationales et tout, ça fait plaisir parce que on se dit qu'on a bossé pour l'évolution de cette équipe de France au niveau de son classement aujourd'hui. Quand j'y étais, on devait être autour de la 30e place ou peut-être même un peu plus. Et aujourd'hui, l'écart se réduit avec le top 10 des meilleures nations. Donc c'est que ça travaille bien, c'est qu'il y a il y a des joueurs de talent. Et en France, on a un vivier incroyable de joueurs. Donc c'est bon pour l'avenir. Justement, quelles sont un peu les différences que tu observes quand toi, bah, t'y as été au tout début enfin, pas au tout début, en fait, quand tu as été dans ta carrière, les retours que tu peux avoir de tes coéquipiers, de Sid, de Ayoub, de Landry, un peu, quand vous en parlez un peu, est-ce que toi, tu arrives justement à avoir une différence entre ton passage et maintenant? Ouais, très clairement. Très clairement, il y a un suivi au niveau des joueurs déjà qui est plus présent. Il y a beaucoup plus de rassemblements. Donc automatiquement, quand on travaille plus, on obtient plus de résultats. Et voilà, il y a une volonté d'obtenir vraiment de résultats, de qualifications. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc notamment ces rassemblements qui permettent de se voir régulièrement, de créer le groupe, de travailler ensemble. Et il y avait peut-être moins avant. Et des rassemblements plus longs, des préparations aussi anticipées. À mon époque, on partait des fois 2 jours avant et sans forcément avoir de rassemblement avant un match important. Aujourd'hui, il y a plusieurs rassemblements, c'est des rassemblements plus longs. Et voilà, donc ils se préparent mieux et automatiquement. Et puis il y a le travail des joueurs en club. Il y a les clubs qui fournissent un travail énorme pour que ces joueurs progressent et l'équipe de France en bénéficie. On va également parler maintenant du dernier chapitre en fait de cette interview. C'est alors peut-être pas l'après-carrière, mais en tout cas la préparation à l'éventuel après futsal. Tu passes en ce moment tes examens. Tu passes ton BM futsal, ton brevet de moniteur futsal. J'ai vu que dans le chat de cette émission, il y avait justement quelques personnes qui te questionnaient là-dessus, dont je vais reprendre sa question, Guigui Brobro, que tu connais peut-être, qui te demande comment se passe la formation que tu suis avec la FFF. Ouais, effectivement, cette année, je passe le BMF futsal. Donc, on prépare l'après-joueur. Comme vous l'avez dit, ça fait un moment maintenant que je suis sur les parquets. Donc, il faut préparer. Après, ça se passe très très bien. Je viens de passer, je suis déjà titulaire du brevet de moniteur de football, donc j'ai que le performance à passer. Il se passe en 2 semaines. Première semaine qui a déjà eu lieu à Clairefontaine, où on est 23 stagiaires qui se sont réunis, qui viennent de toute la France. On a des conseillers techniques de district, de ligue, des anciens joueurs, des entraîneurs de R1, D2 et même de D1, qui sont aujourd'hui dans l'obligation d'avoir ce diplôme pour coacher. Donc il y a un vrai échange et il y a une vraie transmission de connaissances. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a des anciens joueurs comme moi qui apportent toute leur expérience en tant que joueurs et d'autres qui ont plus été entraîneurs ou qui sont plus conseillers sur les développements de clubs, de districts et de ligues. Donc ça fait un petit melting pot de tout ça et tout le monde apprend de tout le monde. Et ça peut faire que avancer et tirer cette discipline vers le haut. Toi, est-ce que tu as déjà, t'as déjà peut-être des rêves un peu hors joueur ou pour l'instant, non, c'est plutôt, voilà, tu fais la formation et après tu verras. Pour l'instant, je suis encore joueur du Sporting et je suis très content comme ça. Après, on verra s'il y a des opportunités. Les places sont chères et on verra en fonction de ce qui se présente. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'en fais pas mon métier. J'ai un autre métier à côté
Et ce que j'aimerais, c'est vraiment consacrer tout mon temps à la discipline du futsal. Alors comment encore, je sais pas. On verra ce que l'avenir dira, mais je veux continuer à aider cette discipline à se développer. Écoute, c'était, je pense, une magnifique phrase pour terminer cette interview. On va passer au quiz et je vois que dans le chat, il y a énormément de tes collègues qui sont là pour chambrer. À travers le petit quiz, tu vas pouvoir leur rendre la monnaie de leur pièce. Est-ce que tu es prêt pour le petit quiz? Allez, on y va, hein. Allez, c'est parti. Alors, du tac au tac, qui est le plus chambreur au Sporting Paris? Xera. Ah ouais, direct. Ouais, c'est un chambreur de fond. Qui est l'ambianceur? Qui est celui qui va mettre un peu la musique? Ayoub. Ok, Ayoub, qui est, alors vous l'êtes tous bien évidemment, mais le plus matrixé du travail, celui qui vraiment, vous avez fait une séance, vous êtes vraiment fatigué, mais lui, il veut encore en refaire. Ouais, je dirais que c'est Eder, mais c'est avant lui. Mais Ah c'est ouais? avant lui, ouais. Ouais. Ok. Qui est le plus amoureux de la muscu? Lyon. Lion? Ouais. Ok. Qui est le plus pédagogue? Celui qui va bien expliquer, t'as le droit de t'inclure dedans. Ouais, c'est. Sid, il est bien là-dedans. Sid? Ouais, Sid, il sait bien expliquer, il est calme. Des fois, moi, je suis un petit peu trop Ah, ah, sec. ok. Ok, Sid le plus pédagogue, qui est le plus fashion. Celui, il est là, il arrive, il a toujours des ensembles, il est toujours vêtu, même quand il n'y a pas besoin. Ah, Landry, il est un petit peu. Il fait Landry? attention. Ouais, Ok. Landry, il arrive des fois avec des tenues un petit peu particulières. Donc, Ok. Et enfin, qui est le plus technique? Là, on parle vraiment futsal. Ah, Boulaïba, il a un truc particulier quand même, hein. Ok. Boulaye le plus technique. Ouais. Ok. Eh ben J'espère il écoute. va pas prendre la grosse tête quand je vais dire ça. Ah. Sinon, demain midi, je lui dégonfle. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce petit quiz. Et ils sont en feu, tes coéquipiers dans le chat. Ça n'arrête pas de vanner, c'est vraiment excellent. Bon, faut qu'on avance. J'adore cette émission. Il faut qu'on conclue quand même. On va voir un peu la prochaine journée qui va arriver. Et justement, les matchs internationaux. On parlait de l'équipe de France il y a quelques instants. Il y aura des matchs internationaux. Alors, attention, on n'est pas sûr de pouvoir diffuser ces matchs sur Futsal Zone, mais ça n'empêche qu'ils auront lieu. Ils vont se dérouler. On va être derrière notre équipe de France qui se déplace au Monténégro dans le cadre d'un tournoi international. France-Monténégro, ce sera le 16 décembre. Le 17, Maroc-France. Il y aura deux France-Maroc, mais celui-là, ce sera bien pour le futsal. Ça va être un match très très intéressant. Celui-là, ça, c'est probablement l'un des matchs. Il y a eu le Brésil, bien sûr, mais le Maroc aussi, c'est très solide. Ouais, c'est très solide. Les Lavallois vont se revoir. Ça va être Ouais, sympa. ouais, c'est vrai ça, c'est vrai exactement. Et enfin, le lundi 19 décembre, ce sera la dernière rencontre face à l'Égypte. 3 matchs donc qui seront peut-être à suivre sur Futsal Zone ou pas. Vous aurez bien sûr les informations sur les réseaux sociaux, mais en tout cas qui se dérouleront. Le carton également de la prochaine journée de Day Futsal. Vous partez en vacances un petit peu, ou en tout cas en repos, et vous revenez le 4 janvier, le 7 et le 8 pour la 12e journée. Laval, UJS Toulouse, KB, Paris Casa, encore un match francilien. Vous serez le top match, probablement l'un de celui qui aura énormément la plus belle affiche, ou l'une des plus belles affiches, Toulon Sporting Paris. Vous jouerez justement à Toulon. Béthune Nantes, ça sera un très beau match également. Et enfin Marcouville Kingersheim. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan. Mais je trouve personnellement que c'est une très belle affiche parce qu'en fait, on a clairement l'affrontement entre les lanternes rouges du championnat. On a Nantes qui va à Béthune, dans le chaudron béthunois. Vous êtes face à Toulon, c'est une très bonne affiche. Et on a un derby francilien. Et on a Laval qui sera à domicile forcément face à l'UJS Toulouse. Mais bon, Toulouse qui viennent quand même de faire nul face à Mouveau. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne affiche de journée. Qu'est-ce que t'en penses un peu, toi? Ouais, comme je l'ai dit, tous les matchs sont difficiles. Ouais. C'est une très belle 12e journée. Et puis, elle va arriver juste après la mini-trêve. Donc, ouais, intéressant. Déjà, là, on est dans le vif du sujet, hein.
On voit que toutes les équipes là ont besoin de points. C'est clair. Et donc, ça va faire de super matchs. Nous, on va à Toulon. Et j'ai vu que récemment, ils ont fait un match nul contre Laval à domicile. Ouais. Donc, voilà, Toulon, c'est une équipe il faudra faire très attention. Il faudra faire très attention, il faudra très bien se préparer. Et c'est ce qu'on va faire. Le match top qui sera justement Toulon-Laval. On voit quelques extraits dans ce parc des expositions de Toulon. C'est là-bas notamment que s'était déroulé France-Brésil. Voilà un peu pour la prochaine journée. Écoute Jonathan, on en a terminé avec cette émission. On a un petit peu dépassé normalement le fuseau horaire, mais c'était hyper intéressant. Merci infiniment à toi d'être venu. Toutes nos excuses, Steven n'a pas pu être là, donc bien évidemment on lui souhaite un bon rétablissement. Mais merci beaucoup à toi d'être venu, vraiment. Merci à vous, Futsal Zone, vraiment pour tout ce que vous faites pour le futsal. Vous faites partie du développement aussi. Et un petit clin d'œil à Steven, j'espère qu'il va se rétablir. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Et on se revoit pour la deuxième partie du championnat. Et en espérant qu'on atteint cette place en play-off. Ça va être une deuxième partie de saison complètement folle. Tu l'as très bien dit, Jonathan. Écoutez, tout ce qui nous reste à vous souhaiter, c'est de bonnes fêtes. Profitez bien, le futsal revient très vite. Et bien évidemment, on embrasse Steven qui sera de retour pour présenter l'émission. Écoute, Jonathan, merci beaucoup à toi et au plaisir de te croiser sur les parquets. Et écoute, bonne trêve et surtout bonne seconde partie de saison. Merci beaucoup. Ciao, ciao, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.